Je suis ingénieur des mines et géologue. Je vais vous décrire l'évolution de notre planète à partir de 4 milliards et demi d'années. On démarre à l'Archéen avec la constitution de la Terre par agglomération d'astéroïdes divers qui orbitent autour du Soleil et qui vont fusionner pour donner un magma volcanique extrêmement chaud, sans eau. L'eau va arriver un peu plus tard pour améliorer les conditions de température de cette planète, qui va ensuite progressivement devenir habitable. Donc on passe de l'Archéen, il y a 4 milliards et demi d'années, au Protérozoïque, qui a à peu près 2 milliards et demi d'années, à la révolution cambrienne, dont on va parler qu'il y a un demi-milliard d'années, après une très longue évolution extrêmement lente, et puis l'explosion cambrienne va produire la diversification des espèces après une longue période de stagnation. On a appris que la Terre était constituée au départ par une agglomération d'astéroïdes qui orbitaient autour du Soleil. Ces particules, ces gros blocs se sont agglomérés. Il y a une réaction de fusion qui a dégagé beaucoup de température, beaucoup de chaleur. Et cette fusion a permis la ségrégation de notre Terre, avec la partie la plus dense au milieu constituée de nickel-fer, et puis les couches périphériques plus légères avec le magnésium, l'aluminium, etc. La Terre, initialement, était un univers tout à fait inhabitable, avec des éruptions volcaniques, une atmosphère saturée en azote et en CO2, et peut-être même en d'autres gaz issus de ces réactions du magma profond. Entre 4 milliards et demi d'années et 4 milliards, ça a été essentiellement du volcanisme. Et il y a eu ensuite, alors on ne sait pas trop à quelle époque, des impacts de comètes qui ont apporté l'essentiel des masses d'eau qui existent sur Terre. Ce qui n'exclut pas que les réactions de fusion magmatique aient pu générer certaines quantités d'eau. Mais la Terre, en tout cas, a eu une gravitation suffisamment élevée pour pouvoir retenir ces masses d'eau sous forme d'océan. Donc la composition de ce monde volcanique au contact avec l'eau, on peut imaginer que les basaltes étant très riches en fer, l'eau était saturée en sel ferreux. Il n'y avait pas d'oxygène, donc il ne pouvait pas y avoir de sel ferrique. Essentiellement des sels ferreux qui saturaient probablement cet océan primitif. Et dès qu'il y a eu de l'eau, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais apparition de la vie. Mais une vie basée sur le cycle de l'azote. Il n'y avait pas d'oxygène. C'est ce qu'on appelle la vie avec des cyanophycées. Ce sont des algues, les premières algues primitives qui sont apparues sur le cycle de l'azote. Et comme il n'y avait pas de concurrence, elles se sont développées sur des épaisseurs considérables. Et quand j'ai exploré le Drakensberg en Afrique du Sud, j'ai été stupéfait de voir des falaises entières de cyanophycées qui se présentaient de cette forme-là. Et quand on les regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a une chose extrêmement intéressante. Tout d'abord, fait remarquable, en Afrique du Sud en tout cas, elles n'ont subi aucune déformation alors qu'elles sont apparues il y a 3 milliards d'années, entre 2 milliards 7 et 3 milliards. Aucune déformation, ce qui est exceptionnel sur la vie de la planète. Vivant sur le cycle de l'azote, elles rejetaient l'oxygène de leur métabolisme comme un poison. Mais comme je le disais au début, l'eau des océans était saturée en sel ferreux. Ce rejet d'oxygène des bactéries a fait précipiter le fer qui s'est sédimenté. Et quand on voit cette roche, on voit des lignes blanches, les sédimentations blanches, ce sont des lits de bactéries, et des sédimentations rouges qui sont des lits de fer, oxydés, donc ferriques. Et là, on a affaire à la respiration bactérienne, blanc, inspiration, rouge, expiration, blanc, expiration, rouge, expiration. Et ça, sur des milliards d'années. On peut imaginer, dans un monde sans concurrence, le développement considérable de ces cyanophycées sur des épaisseurs probablement de plusieurs kilomètres. Ce sont probablement elles qui ont permis la constitution de la future croûte terrestre. Ça reste à démontrer, mais là je pense qu'il y a un axe de recherche, un axe de réflexion extrêmement important. Quand on voit l'épaisseur considérable et surtout la durée dans le temps, quasiment 500 millions plus tard, c'est pareil. Inspiration, respiration. Respiration donne les lits de fer. Le blanc, c'est vraiment les lits de bactéries. Cette explosion de vie, mais extrêmement monotone, d'une variété bien spécifique de cyanophycées,
sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Bien entendu, au contact d'un magma un peu plus chaud, beaucoup plus chaud par en dessous, elles ont été métamorphisées et elles ont probablement conduit à l'élaboration des futurs continents. Mais c'est aussi à ce moment-là que le fer a pu se concentrer de façon considérable et les plus gros gisements de fer sont liés à cette période fer, bactéries, fer, bactéries, fer. Ce gisement-là vient du Congo, gisement de fer massif à 65% de teneur, vient des monts du Chaillu, près de Mayoko, avec du fer en plaquettes, extrêmement dense. Et puis, il n'y a pas de concurrence. Donc, les bactéries restent les mêmes. Encore 2 milliards d'années, on retrouve les mêmes bactéries qui sont bien sûr... Cette roche a été retravaillée par l'érosion et les fractures. Et on continue jusqu'à 1 milliard d'années. Ça va peut-être un petit peu se diversifier avec des petites sphérules qui apparaissent. Mais on retrouve toujours en arrière-plan ces lits de bactéries. 1 milliard d'années, pareil, bactéries, fer, bactéries. Le monde n'est quasiment pas évolué depuis 3 milliards d'années à 1 milliard d'années. Et dans une mission en Australie, je me suis arrêté au bord de la route, près de Alice Springs, pour découvrir un gisement qui était déjà connu, mais que j'ai redécouvert à ma façon. Voilà, où on retrouve ces encroûtements de bactéries qu'on appelle les cyanophycées, bien sûr, les stromatolites. Mais c'est la même chose. Ce sont des encroûtements comme ceux qu'on voit, qui sont un peu plus tardifs. Voilà ce qu'on appelle les encroûtements stromatolitiques. Voilà l'aspect qu'ils avaient au fond des mers. Puis il se passe, il y a un demi-milliard d'années, un événement extraordinaire, résultat d'une évolution graduelle, mais d'un seul coup, ça explose, l'apparition de la molécule de chlorophylle. La chlorophylle qui va utiliser le poison rejeté par les bactéries pour fixer le carbone, du CO2. Un échange entre le carbone atmosphérique en oubliant complètement l'azote. L'azote n'intéresse pas la chlorophylle. La chlorophylle va travailler essentiellement sur la combinaison CO2-oxygène. CO2-oxygène. Et l'apparition d'un seul coup progressivement de l'oxygène dans l'air, n'oublions pas que même aujourd'hui, il y a à peine 27% d'oxygène dans l'air, tout le reste de l'azote, comme dans l'atmosphère primitive. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que sinon tout brûlerait. Mais il faut qu'il y ait juste assez pour permettre l'émergence d'une vie nouvelle. Avec le Cambrien, émergence de formes de vie tout à fait nouvelles, qui cette fois-ci sont basées sur l'apparition de l'oxygène et de la chlorophylle. Et là, d'un seul coup, il y a une diversification effrénée, exponentielle des espèces. Donc, il y a la concurrence. On voit des nouvelles formes récifales. Là, ce ne sont plus des stromatolites, ce ne sont plus des encroûtements, ce sont des organismes bien plus élaborés. Et on retrouve ce concept que Teilhard de Chardin avait magnifiquement développé avant de connaître tout ça. Cet esprit inventif avait parfaitement compris que la vie évolue toujours du plus simple au plus compliqué. Et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, sauf disparition instantanée de la vie. Donc cette progression dans la sophistication apparaît régulièrement. Et là, on va voir l'accélération de la sophistication. Déjà, il y a 350 millions d'années, les premiers phacops apparaissent avec des yeux à facettes. Ils ont des pixels. Ceux-là, ils ont 120 pixels par œil. 120 pixels, quand on connaît la puissance de nos caméras, aujourd'hui, à plusieurs centaines de milliers de pixels, on peut imaginer que ces animaux-là n'avaient que le sens de l'ombre, du jour, de la nuit et peut-être de l'ombre, qui permettait leur survie dans la boue. Ça, c'est de la boue fossilisée. Mais déjà, on voit les ancêtres de tous les arthropodes chitineux sur Terre sont là. Ils ont perduré jusqu'à nous. Ils ressemblent beaucoup aux cloportes qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc on voit depuis des formes qui ont résisté, et puis la diversification avec les ammonites, où on voit les ammonites anciens peu sophistiqués, les ammonites plus récentes très sophistiquées au niveau des sutures. Les dinosaures Jurassique-Crétacé commencent à bien coloniser la Terre.
avec les forêts. Et puis, diversification extraordinaire au tertiaire après le grand impact du météorite du Yucatan, qui n'a pas tout détruit, mais ce qui a survécu a accéléré l'évolution. Tout ce qui n'a pas été exterminé a été condamné à évoluer à très grande vitesse, jusqu'à l'apparition tardive de l'homme. Nous sommes là avec un biface, Acheléen moustérien, et puis là vraiment le néolithique, le frémissement du néolithique avec la pointe de flèche, qui se termine par les grands immeubles de nos grandes banlieues urbaines, etc. Avec la révolution cambrienne, il y a une disparition quasiment à l'échelle mondiale de toutes les cyanophycées. Il y en a certaines qui restent encore. On trouve effectivement des cyanophycées dans certaines parties de l'Australie qui sont toujours vivantes, les encroûtements de stromatolites, ces formes qu'on a vues apparaître ici, celles qui apparaissaient déjà il y a 700 millions d'années, qui ont réussi à survivre. Mais l'évolution, l'explosion des différentes espèces, de nouvelles espèces, a mis un terme, je dirais, à une variété d'algues qui a prévalu pendant plus de 3 milliards d'années. Je vois cette mise en perspective de l'évolution. Notre salut, on le devra à deux choses, à notre adaptation aux conditions nouvelles et aux innovations qui vont nous permettre toujours de progresser. Nous ne modifierons pas le cours de l'évolution climatique des choses, on s'y adaptera au mieux avec notre intelligence et notre créativité.